Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Politiquement Chaud. Politiquement Chaud de ce week-end reçoit pour vous l'analyste politique Hilaire Kofidja. Avec lui, nous allons aborder les sujets tels que la démission de Simplice Dato de la Cour constitutionnelle et les négociations entre gouvernement et syndicats qui sont en cours. Hilaire Kofidja, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Noureddine Moussa. Et bonsoir aux chers téléspectateurs et bonsoir aux journalistes assis confortablement à ma droite. Oui, Samuel Dayou. Samuel Dayou, avec vous, nous allons recevoir Hilaire Kofidja et aborder les sujets qui font l'actualité nationale au Bénin. C'est vrai, je salue les amis auditeurs. Bonjour, monsieur Hilaire Kofidja. Bonjour, monsieur le journaliste. La démission de monsieur Simplice Dato de la Cour constitutionnelle, la maison que, entre griffes, les gens appellent la maison fétiche des institutions du Bénin. Cette démission, est-ce que cela porte atteinte à la sécurité de l'État ou bien cela porte à la dignité ou bien l'existence de l'institution? Non. A priori, cette démission ne devrait pas susciter toute la polémique à laquelle nous assistons, dans la mesure où l'article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle a déjà réglé la question. Je suis sage constitutionnel, j'ai la liberté de démissionner, après avoir adressé une lettre au président de la dite Cour, et il a dit que le président va me remplacer dans le mois de la démission. Je peux être remplacé dans le mois de la démission. Le constitutionnaliste a démissionné, je crois, le 26 janvier. Le 26 janvier, le 26 c'est la date, janvier c'est le mois, et donc il est censé être remplacé par le président de la République, puisqu'il avait été proposé par le président Yahi Boni, donc il doit être remplacé, autant pour moi, par le président de la République en la personne de Patrice Talon, au plus tard le 31 janvier à 0 heure. Dans le mois de la démission. On n'a pas dit un mois après sa démission. Ce qui veut dire au plus tard le 31 janvier. Ce qui veut dire au plus tard le 31 janvier à 0 heure. Je ne voudrais pas prêter des intentions aux démissionnaires. Je veux comprendre qu'il a ses raisons personnelles et qu'il finira par nous les faire savoir. Mais la volonté du chef de l'État de le faire remplacer laisse supposer moult interprétations. Et c'est eux-mêmes qui nous obligent à comprendre alors que cette démission est loin d'être volontaire. Il s'agit d'une démission provoquée. Pourquoi dites-vous que cette démission est provoquée? Et elle semble provoquée dans la mesure où l'opportunité a été donnée au chef de l'État de remplacer le démissionnaire. Mais il a choisi de motu proprio, c'est-à-dire de plein gré, de ne pas le faire. Elle semble provoquée dans la mesure où le démissionnaire n'a pas, à ce jour, choisi, a décidé d'évoquer les raisons de sa démission pour éclairer l'opinion publique. Il se mit dans un silence. Et elle semble provoquée ensuite parce que nous sommes presque à 5 mois de la fin du mandat. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que cette démission ne peut porter atteinte au bon fonctionnement de la Cour. Il s'agit d'un individu. Elle semble provoquée parce que tout porte à croire que le démissionnaire a reçu une promesse et où il attend quelque chose en récompense de l'acte qu'il a posé. Puisque bientôt, il y aura une autre cour. Est-ce que ce n'est pas une façon de se retirer, de montrer que moi, le retrait du droit de grève n'a pas reçu quitus avec moi, donc je marche avec la rupture, et si je démissionne plus tôt, la rupture pourrait à tout moment me récompenser dans la prochaine cour qui va être installée. Je vais parler comme un citoyen de la rue qui dit... Dans le jeu démocratique, si nous sommes 7 et que 6 dit oui et je dis non, est-ce que ça veut dire que mon nom constitue déjà un mal, un mal? Non, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il est minoritaire, il est seul. Il est seul et donc sa démission ne peut en rien fragiliser le fonctionnement normal de la Cour. Ça, c'est mal connaître le professeur Olo. C'est mal connaître la rigueur du constitutionnaliste. Ça ne peut en rien l'ébranler et il restera égal à lui-même jusqu'au crépuscule de son mandat. Et les intentions inavouées qui se cachaient derrière cette démission qui, ma foi, est la première en République du Bénin et qui vient malheureusement sous l'air de la rupture, dénote
hein, de notre fondamentalement, c'est-à-dire et d'une certaine volonté de nuire, d'une certaine volonté de fragiliser l'œuvre républicaine que nous avons si chèrement acquis depuis la conférence de 1990. Et c'est dommage que ça soit sous la rupture qui est supposée être une rupture économique, une rupture politique, une rupture qui puisse apporter un mieux-être aux citoyens de ce pays. Hilaire Kofija, je vous ai posé une question tout à l'heure. Le président de la République a le devoir de remplacer Simplice Dato au plus tard le 31 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 3 février. Qu'est-ce qui nous attend? L'institution n'est pas fragilisée? Non, a priori non, puisque on tend déjà, nous sommes déjà au crépuscule de la vie de l'institution. Le 6 juillet prochain. Le 6 juillet prochain, donc ce n'est plus loin. Peut-être que le chef de l'État a estimé qu'il ne reste plus beaucoup de jours et pas la peine d'envoyer un remplaçant, s'il est de bonne foi. Mais lorsque je regarde l'homme et que je tente de le regarder avec les yeux de poisson vivant, c'est que ce silence-là n'est pas anodin et c'est une manière de toujours mettre en avant leur ruse accompagnée d'une certaine rage qui, ma foi, est devenue pour moi juridique. Vous voyez, sinon, pourquoi c'est au soir de leur mandat qu'un quidam en la personne de Simplice Dato estime qu'il faille démissionner, tout en sachant que sa démission ne peut en rien fragiliser l'institution. Je vous ai dit, ça ne constitue pas un blocage de la vie de l'institution. Et je ne suis pas sûr qu'il est le seul à vouloir démissionner. Peut-être qu'ils ont tenté de convaincre plusieurs membres, plusieurs sages à la démission, et c'est le seul qui a voulu honorer la parole qu'il a donnée de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ont été approchés entre griffes pour c'est leur slogan qui prouve qu'ils ont été approchés. Puisqu'ils nous ont dit. Quel slogan? Ils nous ont dit qu'ils vont dorénavant gouverner avec la ruse et la rage. C'est leur slogan qui prouve qu'il y a une manipulation, qu'il y a une main invisible, mais pour moi visible, même si je ne peux pas apporter une preuve patente de ce que j'ai dit, il y a une main invisible derrière cette démission. Et la télécommande continue toujours de fonctionner. Je reviens toujours sur l'affaire du président de la République qui n'a toujours pas choisi le remplaçant de Simplice. Dites-nous, cette façon, est-ce que ce n'est pas violer les tests de la République? Non. Le viol de la Constitution est la tasse de thé du gouvernement de la rupture. Pourquoi? Et c'est ce qui est choquant et surprenant quand on sait que c'est ce président de la République qui nous a fait miroiter une gouvernance détachée de toute forme de pression, une gouvernance dans laquelle il voudrait que l'on puisse réduire le pouvoir du président de la République. C'est-à-dire, on constate qu'une gouvernance dans laquelle il voudrait que la justice puisse avoir une indépendance absolue. On est surpris de constater que c'est ce dernier qui choisit délibérément de violer les textes de la Constitution. C'est-à-dire, il aurait aimé avoir avec lui, comme il a réussi à le faire avec le président de l'Assemblée nationale, il aurait aimé avoir avec lui le président de la Cour constitutionnelle, mais à défaut d'être au-dessus de tout soupçon, le président, le professeur Olo ne s'amuse pas avec le droit. Sinon, comment comprendre? Ius est ars boni et aequi. Le droit est là du bon et de l'équitable. On se sert du droit. On se sert du droit pour équilibrer le jeu démocratique. On n'utilise pas, on ne masturbe pas le droit dans un sens comme dans un autre. Et pour un connaisseur comme celui-là, ils ne peuvent pas le manipuler. Et c'est ce qui pose problème. Et tout ce qu'ils ont trouvé comme stratégie pour le fragiliser, c'est la démission. Et je suis sûr que ce n'est pas une seule personne qui a été approchée, c'est plusieurs. Ils sont plusieurs à être approchés et c'est le plus faible qui a choisi de partir parce que peut-être que ce qu'on lui a promis dans la prochaine cour constitutionnelle, qui sera forcément d'obédience rupturienne, et est tellement alléchante qu'il n'a pas su supporter la grandeur de l'offre et puis il a cédé. Mais depuis 1990, on a vu que les présidents qui ont choisi des gens, qu'ils ont envoyé des gens à la Cour constitutionnelle, et la Cour n'est pas restée au service ou a obéi en quelque sorte à aider ces présidents dans leur vœu ou bien dans leur désir. Mais nous avons un président cette fois-ci qui n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. Il vit des affaires comme un poisson dans l'eau, comme le dit le président Mao Tse-tung. Il vit des affaires comme un poisson dans l'eau. Vous avez vu que sa priorité, c'est ses affaires.
il ne pense pas le peuple, il méprise le peuple. C'est d'abord lui et lui seulement. Donc ne soyez pas surpris que cette démission puisse intervenir à l'ère de la rupture. Il a voulu, il a provoqué. Et leur stratégie est de bas étage. Vous êtes sûr de vous, hein? Mais ce que j'ai pris du recul et on dirait que vous êtes informé là. Oui, mais en tant qu'analyste politique, je ne peux pas rester les bras croisés. Par mes heures creuses, j'ai pris l'habitude de me pavaner dans la rue de Cotonou, dans des habits fondamentalement à des salles, et je me mêle à la foule et j'engage les débats, et j'entends les gens parler. Je le fais souvent et vous risquez de me méconnaître. Vous risquez de me méconnaître. Je prends mon zème, je laisse tomber mon véhicule, je prends mon zème, je mets des habits sales, et je viens à Kodiam, au Kodiam là, et je viens là où les gens sont intègres de l'état société, et je discute pour écouter les gens. Et ce que j'exprime, ce que j'extériorise, c'est ce que pense vraiment le bas peuple. Parce que ce pouvoir a choisi d'être aveugle, et nous, on a décidé de les aider comme on le fait, même si notre tête ne leur plaise pas, on n'a pas froid aux yeux, on va les aider en leur disant ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. On va les aider, vous voulez les aider, monsieur Dia. Mais vous, tout à l'heure, vous êtes en train de dire que c'est dans le mois de la démission qu'il fallait choisir, proposer en même temps un remplaçant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte de loi qui l'a dit. C'est ce que le texte dans le mois de la démission. Et je vous ai dit, la date de la démission, c'est le 26. Le mois, c'est janvier. Et donc, il a démissionné le 26 janvier. A-t-on besoin vraiment d'être agrégé en droit, agrégé en français, pour comprendre que la démission doit se faire avant le 31 décembre à 0 heure? J'ai entendu des gens dire, donc ça fait dans un mois, ça doit aller au 26 février. La loi a-t-elle dit dans un mois après la démission? Est-ce que le président de la République peut choisir maintenant? Il peut se rattraper? Non, il ne peut plus choisir. Il ne peut plus choisir. Il ne peut plus choisir, c'est fini ça. Les 6 doivent conduire la Cour constitutionnelle jusqu'au terme de leur mandat. Pourquoi il ne peut plus choisir? Il ne peut plus choisir parce que décider de choisir maintenant, c'est violer la disposition 12 de la loi organique en son article 12. La crédibilité de la Cour, il devrait être 7. Ils sont 6 aujourd'hui. Cela ne pose pas beaucoup de problèmes. Cela affiche plutôt la volonté, ou non, cela justifie ce que faisait depuis le président Patrice Talon, ne pas reconnaître cette Cour, ne pas considérer cette Cour, ne pas respecter cette Cour. Mais après puisque il n'est pas à sa première violation. Il a toujours balayé d'un revers de main les dispositions de cette Cour. Il a toujours manqué de respect alors qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi est la même pour nous tous. Mais c'est lui, donneur de leçons hier, qui estime qu'il peut alors banaliser les lois de la République, qu'il peut piétiner les lois de la République, qu'il peut brimer les lois de la République, qu'il peut ne pas les respecter. Et c'est dommage et c'est écœurant. Et tout ça atteste de ce que la priorité de l'homme, ce n'est pas la gestion de la res publica, mais c'est plutôt la sécurité de ses affaires. Avant qu'on ne dise président Patrice Talon, M. Patrice Talon a été confirmé par cette Cour. Par cette Cour-là. Pourquoi vous dites aujourd'hui qu'il ne croit pas à cette Cour? Lorsque la Cour prend une décision et que cette décision est favorable au pouvoir en place, on applaudit des deux mains. Et si Dieu leur avait donné une troisième main, ils allaient ajouter et applaudir. Mais lorsque la Cour dit le droit et que la décision est défavorable au pouvoir en place, on tente d'interpréter, on tente de tirer la décision dans un sens négatif. Pourquoi ça? C'est la mauvaise manière de faire la politique. C'est la mauvaise manière d'embrouiller les esprits peu éclairés. Il faudrait qu'on cesse de masturber l'esprit de la loi. C'est-à-dire tenter de dire que le président a encore le temps jusqu'au 26 février pour choisir un autre membre de la Cour constitutionnelle, c'est masturber l'esprit de la loi. Et c'est dangereux pour une république qui se veut être respectueuse. Si nous prenons les choses telles qu'elles sont, disons la Cour, elle a toujours rejeté certaines décisions, certaines lois que l'Assemblée a votées. Est-ce que vous trouvez aussi cette Cour-là crédible? Les décisions qu'elle rend et qui à chaque fois n'arrange pas le gouvernement, n'arrange pas le président. Je lisais un ouvrage dont j'ai oublié malheureusement l'auteur et qui disait que il faut une sagesse authentique et une certaine vertu pour appeler le plus grand respect du peuple. Et cette Cour a à sa tête non seulement un constitutionnaliste pur et dur, mais un homme fondamentalement sage,
qui, de par son expérience, représente une fierté pour notre République. Et le professeur Olo, non seulement a enseigné le droit, mais il a la facilité de dire le droit constitutionnel. Il maîtrise la Constitution. Et le professeur Olo n'est pas cet homme qui fait plaisir, qui pose des actes pour faire plaisir. Il ne pose pas des actes pour faire plaisir. Pour l'avoir connu en tant que professeur de droit constitutionnel, je dis, ce monsieur, il ne prend pas les décisions pour plaire ni à l'exécutif, ni au législatif. Ce qu'il dit, c'est simplement le droit. Ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas faire mal. Ce n'est pas simplement parce que nous assistons à un certain amateurisme. Parce que ceux qui sont supposés dire le droit, les conseillers juridiques du chef de l'État, s'ils ont peur du chef et ne lui disent pas le droit tel quel, ne lui font pas une interprétation positive du droit, c'est normal qu'on puisse assister à des décisions aussi malencontreuses vis-à-vis de leur système. Ce n'est pas parce que le président Olo n'aime pas le chef de l'État qu'il prend. Il n'est pas le seul. Et ils sont nombre de 7, vous l'avez dit. Donc, il y a un vote qui se fait à l'intérieur et c'est ce qui sort qu'on envoie sur la place publique. Donc, on ne peut pas dire que chez Olo, il y a une mauvaise foi. La mauvaise foi vient des patrons de la rupture. Est-ce qu'en temps normal, on peut dire que moi, je suis dans l'institution, c'est le fait que peut-être mes avis ne sont pas celles du plus grand nombre du groupe qu'il faut démissionner? C'est pourquoi je vous ai dit que si la raison fondamentale de la démission, c'est le non-quitus par rapport au droit de grève, cela voudra dire qu'entre-temps, la télécommande de la rupture l'a finalement atteint. Et ce n'est sans rien. L'intérêt est la mesure de l'action. Pas d'intérêt, pas d'action, dit le droit. Donc, lorsque son intérêt personnel supplante l'intérêt général, donc l'intérêt de la République, il peut alors sacrifier l'institution, la sagesse, et décider de démissionner comme il a fait, et espérer qu'il sera récompensé et par rapport à tout ce qui l'ont approché et à ce que cache cette décision. Mais ce que je vais vous dire, ce n'est pas, il serait trop tôt d'accorder beaucoup d'intentions nocives à la démission de la personne de Dato. C'est la reconstitution ou la cour prochaine sera un élément essentiel pour étayer ce que nous disons aujourd'hui. On va dans des propositions, on va dans des interprétations, mais cette démission, elle n'est pas saine, elle est malsaine, elle est malvenue. Et elle n'encourage pas le jeu républicain, le jeu démocratique. Et c'est triste. Et la personne de Dato Simplice, est-ce que désormais il sera crédible pour retourner encore à la cour tel que vous l'avez dit? Il sera crédible pour sa femme et ses enfants. Et pour ceux qui ont un intérêt à ce qu'il joue le jeu. Mais pour le bas peuple, et son nom sera sempiternellement gravé. Qu'est-ce qui vous dit ça? Faites dire ça. Ce qui me fait dire ça. Vous entendez les commentaires des journalistes? La première fois au Bénin, sous l'aide de la rupture, qu'un sage de la Cour constitutionnelle démissionne. Il est rentré dans l'histoire. Et c'est son nom qui est cité partout, dans la rue, dans les bars, dans les débits de boissons, dans les salles de fête, et partout. Il est rentré dans l'histoire. C'est normal, c'est un héros. Un héros? C'est un blaireau chevauchant sur un âne armé d'un bout de bois. Un blaireau, pour ne pas dire un zéro. Monsieur Hilaire Kofi-Dia, nous allons changer de sujet. Depuis un certain moment, nous avons constaté que le pays est paralysé par des grèves dans plusieurs secteurs. Et depuis le mardi passé, le gouvernement et les syndicats sont dans des négociations. Pour le moment, ça n'a pas encore donné de fruits. Mais ces négociations, qu'entendez-vous par ces négociations-là? Qu'est-ce que vous attendez à cela? Vous voyez, ça va aboutir par rapport à ce qui sort contre ces échanges-là. L'échec du pouvoir en place, au lieu de reculer, ne fait que prendre du volume. Puisque il est une vérité universelle que les travailleurs disposent
d'une âme, mais c'est la grève. Mais la grève est à la fois un mal et un bien. Mais il reste un bien pour le travailleur et un mal pour l'employeur. Et dans le cas d'espèce, l'entreprise et par ricochet l'État. Quoi le bien pour le travailleur? Un bien pour le travailleur parce que une synergie des actions peut conduire à infléchir l'État sur les points de revendication. Et quoi le mal? Le mal, pour l'employeur, c'est qu'il y a une paralysie. Et les populations, les justiciables sont les victimes de ce système. C'est ça, le mal pour l'employeur. Et cela bouscule un tout petit peu l'appareil économique qui n'était pas déjà en bonne santé et dont on en abuse en augmentant les salaires des politiques au détriment des salaires des travailleurs. Soyez bien, l'échec se révèle encore par le fait que au lendemain de la prise de pouvoir, le président Talon a promis payer les opérateurs économiques, les dettes de l'État intérieur. À défaut d'augmenter le salaire des travailleurs, il fallait régler cela pour que l'argent puisse circuler, pour que l'économie puisse mieux se porter. Mais on n'est pas allé dans ce sens. Et on ne va pas en grève pour faire plaisir à quelqu'un. On va en grève pour améliorer ses conditions de vie et de travail. Et les revendications sont d'ordre professionnel. Ok? Aujourd'hui, on tente de négocier. Or, je l'ai dit sur plusieurs plateaux par le passé, quand vous lisez La Grève, le roman intitulé La Grève de Bernard Tessier, il dit l'accord négocié vaut mieux que toutes les procédures inventées par le législateur. Donc ce n'est pas le 6 avril qu'il faut négocier, il fallait commencer par la négociation. Parce que pour moi, il est impossible d'obtenir un bon service public sans au préalable solutionner les doléances des acteurs du service public. Je vais nommer les travailleurs. Voyez-vous, le politique a pensé augmenter le salaire des politiques sans penser augmenter le salaire des travailleurs. On nous dira que les politiques sont là pour un temps. Donc, puisqu'ils sont là pour un temps, il faut augmenter leur salaire x10 ou x5 pour qu'en 5 ans, ils puissent gagner ce qu'un individu, un fonctionnaire honnête ne peut même pas gagner en 30 ans. C'est là la preuve de la réduction du coût de vie de l'État. C'est là la preuve de la réduction du temps de vie de l'État. Voulez-vous dire que le décret que le chef de l'État a pris récemment pour que les DC, peut-être le cabinet des ministères, passe à 2,3 millions et à 1,8 million pour les adjoints et 2,2 millions pour les secrétaires généraux des ministères, voulez-vous dire que c'est un montant exorbitant? Extrêmement exorbitant. J'ai entendu un ancien ministre de la République dire qu'en leur temps, ils étaient à 450 000 francs. Si au moins on les mettait à 1 million, le plan ne se poserait pas. Il faut augmenter le salaire des uns et des autres en fonction du pouvoir d'achat du Béninois et en fonction de notre niveau de développement. Vous savez, il s'agit de se polir, il s'agit de se développer, il s'agit de décider d'être des responsables. Il s'agit de décider d'être des responsables qui ont opté pour un mieux-être du peuple et non qui ont opté pour asservir le peuple. Ceux-là ne sont pas venus servir le peuple. Leur mission, elle est républicaine, il faut servir le peuple. Donc, en se taillant la part du lion, comme ils le font, en se taillant la part du lion comme ils le font, au motif que c'est pour le mettre au-dessus de la corruption. Je suis désolé, parce que je ne connais pas par quelle alchimie un corrupteur peut lutter contre la corruption. Ça, c'est un autre débat, on le fera après. Je ne vois pas par quelle alchimie un corrupteur peut lutter contre la corruption. Et qui pisait augmenter les salaires ne justifie pas la réduction du temps de vie de l'État. Et donc, c'est de l'amateurisme. Et c'est un échec patent. Alors que nous tendons à regarder, on nous demande, le repas est sur le feu, serrez les ceintures. Mais eux, le repas sur le feu, serrez les ceintures. Mais eux, ils font quoi? Ils se goinfrent. Mais il n'y a pas aussi que le président de la République, le gouvernement... Non, on attend sur le repas. Mais eux sont il y a servi. On a un groupe de corrompus qui n'a aucun respect pour l'activité humaine. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Les travailleurs ont le droit de gréver. Et ils doivent continuer par gréver. Et la rencontre du 6, je ne suis pas un devin, mais je ne vois pas comment la rencontre du 6 peut les amener à baisser leur âme. Pourquoi? Je ne vois pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut leur proposer le 6, pourquoi ne leur a-t-on pas proposé cela il y a un mois? Pourquoi avoir attendu 3 jours de ce qu'on leur avait proposé a priori pour retirer le droit de grève?
Vous ne voyez pas qu'il y a une volonté de ne pas satisfaire les travailleurs. C'est une mauvaise foi, c'est ça? C'est une mauvaise foi caractérisée. Mais beaucoup disent que la grève, là, elle est politisée. Donc, à vous entendre, la grève est politisée? La grève est politisée. La grève est politisée. La grève est politisée. J'ai faim, donc c'est politisé. Je ne peux pas pouvoir subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. En quoi c'est politisé? N'est-ce pas une télécommande de l'autre côté qui lance les travailleurs dans Et si vous avez cette lecture de la grève, alors là, ceux qui pensent que la grève est politisée, donc le fait de choisir de ne pas payer les autres aussi, c'est politisé. Mais et revenons un peu en arrière sur le fait qu'on soit informé aujourd'hui que les directeurs de cabinet gagnent 2 300 000 et tout frais compris avec les... Y compris les primes. Y compris les primes. Est-ce que ce n'est pas jouer à la transparence qui fait que le gouvernement de la rupture a voulu mettre ça? Sinon on pouvait laisser ce décret-là caché que personne ne peut le voir. Comme pour les ministres, nous ne savons pas combien les ministres prennent. Ça peut rester... Jouer à la transparence. Il faut rester aussi top secret. Personne ne soit informé. Dans ce pays-là, oui. Dans ce pays, il n'y a pas d'acte que vous puissiez prendre qui puisse rester secret. Les réseaux sociaux sont devenus une véritable mine d'informations incroyables. Et qu'on veuille ou non, on doit faire avec. Et ce que dit le patron de la justice en interdisant la publication des actes juridiques ou des actes administratifs, c'est l'heure. On va les publier. Il y aura forcément un individu, un quidam, un citoyen, un administré qui, pour des raisons de bonne foi, pour des raisons d'information, le droit à l'information. On n'a pas droit à l'information. On a droit à l'information. Ils vont nous priver de notre droit d'être informés. On doit pouvoir savoir ce qu'ils gagnent, on les a choisis. Un parafleur pour aller déposer quelque chose à votre directeur de cabinet ou à votre directeur, bien à votre ministre. J'ai le devoir de porter cette information-là au public. Ah bon? Oui, il y a le devoir. Il y a pris le secret dans l'administration? Qu'est-ce qui justifie qu'on cache le salaire que mon dirigeant gagne dans mon pays pour que je puisse avoir un œil sur ce qui se fait de bien. S'il est bien payé et qu'il travaille bien, je peux l'applaudir. Mais ce qui n'est pas bien, c'est l'écart gigantesque qui existe entre le salaire des politiques et le salaire des travailleurs. Il faut d'abord, parce que les créateurs, ceux qui apportent du plus-value à la République, ceux qui participent fondamentalement au développement, que cela soit au plan économique, autant, ce sont les travailleurs. Avez-vous jamais vu le travailleur béninois honnête? Le travailleur béninois honnête restera dans une chambre salon sans jamais payer une terre avant de mourir. S'il veut éduquer ses enfants avec sainteté, avec foi et espérance, aller à l'église ou à la mosquée, ou aller voir le phare, sans jamais voler, sans jamais arrondir ses fins du mois, il restera dans une chambre salon jusqu'au soir de sa vie. Pendant que le président de la République conduit une Porsche. Vous connaissez le véhicule, la marque Porsche? Il conduit une Porsche. Tout ce qui a changé, c'est le style vestimentaire. C'est ça la rupture. La rupture a brillé par le style vestimentaire du président de la République, c'est tout. Le reste, non, rien. Rien n'a changé. Je dis rien. Ce rien veut dire quoi? Ce rien veut dire, ils n'ont pas fait plus que ce que Yahya a laissé comme sinistre. Et ils ont trouvé l'état de Yahya fragilisé. Ils ont trouvé l'état de Yahya décapité. Il n'y a rien. Mais jusqu'à ce jour, ils n'ont encore rien fait. Ils ont fait quoi? Le pont de Robin, c'est pas eux. Hein. Le découpage territorial, c'est théorique. Hein. Le déguerpissement, c'est ça ils ont fait. Sans reloger les gens, c'est ça ils ont fait. C'est ça ils ont fait. Vous voulez savoir ce qu'ils ont fait? Mais la priorité, vous avez, c'est déguerpir sans reloger. Le coton est remis sur les rails, mais tu rentres bien. Le coton est remis sur les rails. C'est normal que le coton soit remis sur les rails. Avec qui dit coton dit talent. Coton et talent dorment dans le même lit que l'amour et la jalousie. Son intérêt premier, son intérêt principal est là. Tant il ne peut que remettre le coton sur les rails. Pourquoi vous êtes surpris? Le coton, c'est pour la République. Le coton, c'est la propriété privée de la personne. Pourquoi vous le dites? Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui le prouve? Oui. Allez visiter les usines de coton. Allez visiter tous ceux qui travaillent dans le système de coton. C'est un népotisme flagrant. On a écrit talent derrière eux. Tous ceux qui sont dans le coton sont les proches de Talon. À part, excepté les pauvres artisans, les pauvres qui plantent le coton, ça et là. Tous ceux qui sont à des postes de décision sont dans les rouages ou l'environnement proche du président de la République en la personne du Talon. Comment vous allez souhaiter que le coton échoue? Si le coton échouait, alors là, ce serait la catastrophe. Mais depuis que le gouvernement a réussi... La preuve, avec fierté, il est venu à la télé dire le coton a pris tel tonne
pas pour justifier que là, ils ont réussi et tout. Vous n'avez pas écouté les chiffres. Depuis qu'il est là, moi, le port aujourd'hui, quand vous prenez le port, par exemple, et le port avec les réformes au niveau du port, l'argent rentre bien dans le pays. L'argent rentre bien dans le pays ou l'argent rentre bien dans sa poche. Ne confondez pas les choses. Les réformes sont taillées sur mesure. Les réformes sont taillées sur mesure. Les réformes ont supprimé un certain nombre d'avantages aux acteurs, aux premiers acteurs. Et ont rempli les poches des acteurs accessoires. Donc de l'État et pas ricoché de talent. L'État, c'est une personne morale, non représenté par qui? Pas talent. Donc les réformes sont ciblées. Ça fait en sorte que moi, je puisse m'enrichir. Et le moi, là, c'est talent. Les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État sont fondamentalement vides. Et les travailleurs, malheureusement... Les travailleurs ne manquent pas de salaire, même si ce n'est pas augmenté. Non, ça doit être augmenté, puisqu'il a réussi. Ça sera augmenté, puisque comme tu l'as dit, je te prends un mot, il a réussi à amener beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Donc autant mieux récompenser les travailleurs en augmentant les salaires. Il vient de commencer. Les magistrats ont vu les salaires. Un an, bientôt 2 ans. Qu'est-ce que vous dites qu'ils viennent de commencer? Les magistrats ont vu leur poche remplir maintenant. Ils ont déjà commencé par toucher. Mais dans un futur, hein. C'est dans un futur. Mais c'est un acquis. C'est un acquis qui n'a pas encore démarré. Attendez que ça démarre d'abord. Parce que si on y prend garde, tout travailleur béninois finira les mains vides et les yeux humides au crépuscule de sa vie. C'est à ce à quoi on assiste. Les enfants renvoyés de leurs écoles pour défaut de scolarité. 5 ans n'est pas que gouverner, c'est protéger et développer. Mais avant ça, c'est prévoir. On a constaté qu'en réalité, ils n'ont rien prévu. Ils étaient des amateurs. Nous nous sommes trompés. Tout le monde peut se tromper. Un gouvernement dans lequel on trouve des cadres chevronnés tels que... Cadres chevronnés par qui, vous voyez... Un gouvernement dans lequel il y a les reliquats de Yahi. Les cadres chevronnés, vous voyez là. Les reliquats de Yahi qui ont montré leurs limites. Les reliquats de Yahi, les reliquats politiques de Yahi qui ont montré leurs limites. Si nous prenons le professeur Djogbenou. Un professeur agrégé. Djogbenou a augmenté quelque chose à sa personnalité. Il a ajouté la politique. Et Djogbenou n'a pas la voix parce qu'il est l'avocat et le président est le client. Et le client est devenu président et lui, il est le patron de la justice. Djogbenou a peur du président de la République. Ne comptez pas sur Djogbenou. Candidat Matisse. Matisse, c'est une femme, n'est-ce pas? C'est une femme. Une dame de fer. Parce que le président Yaïbou ne prenait pas de son salaire si elle a dit que le président ne touchait pas un salaire. Vous voulez dire une dame, hein? Une dame de fer, vous avez dit? Non, vous voulez dire une dame de une dame de fer, vous avez dit? Non, une dame de faiblesse. Une dame de faiblesse. Je vais vous faire une confidence. Vous n'avez jamais vu le président de la République en Kourou? Vous n'avez jamais vu sa capacité à terroriser ceux qui l'entourent? Vous n'avez jamais assisté au fait que tous ceux qui sont autour de lui, vous avez vu comment il a pleuré au silence? Le seul qui n'a pas voulu supporter ça est parti. C'est Candidat Zanari. C'est un philosophe. C'est un philosophe. Il connaît la gestion de la cité. Le seul qui a une dignité et qui a dit moi, je me suis trompé sur cette personne-là. Et qui l'a fait, il est parti. Mais les autres osent dire un mot, osent dire que ce n'est pas bon, on te saute. J'ai assisté à une scène. Je vais partager l'histoire avec vous. C'est une présentation de vœux. Le mercredi 31 janvier. Et pendant que nous étions là, à la cérémonie des vœux, je constate que le président du bureau, puisque je suis le président sortant, le président du bureau, et je lui dis, mais je suis invité sur Politiquement Chaud. C'est quelle émission ça passe quand? Il dit non, ça passe les samedis à 9h30. C'est très très intéressant. Il dit, j'espère que tu n'y vas pas pour soutenir Talon. Il dit, mais pourquoi? S'il fait bien, je vais dire qu'il fait bien. S'il fait mal, je vais dire qu'il fait mal. Il dit, c'est grâce à lui que je suis au chômage. Je le remercie, mais Dieu ne veut pas le remercier. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Et tu travailles où? Il dit, à la Sonabra. Et il appelle sa fille pour corroborer les faits. J'ai dit, mais papa, j'ai dit, ma fille, pourquoi tu n'aimes pas Talon? Vous savez ce qu'elle avait répondu? Vous savez ce que la fille m'a répondu? Parce que Talon a fait que mon père n'a plus de boulot. Une fille de 8 ans, qui sait que ce n'est pas la faute du président de sa République, son père est devenu chômeur. Mais c'est le couplet, le refrain que depuis 90 on a souvent chanté. Le président, lorsque vous êtes un président d'une république, et que vous n'avez pas une structure créatrice d'emploi, avant de fermer une société d'État, Sonabra, on ne va même pas aux sociétés privées. Glo est là, les sinistres, les dégâts, les mécontents, tous ceux qui ont perdu leur situation, leur position.
à cause de ce schéma, à cause de ce mode de gouvernance. Ce sont des réformes. Il ne faut pas casser les yeux, pas faire le nez sans casser les yeux. Il faut quand même... Voilà. Ah, si la cassure... Tout le monde ne doit pas être heureux dans ces réformes-là. Mais si ces réformes blessent la majorité, ou mettent la majorité en péril, mais c'est des réformes qui ne concordent pas avec le rôle que vous devez jouer, parce que le rôle du dirigeant est important dans la société. C'est de servir, c'est de faire en sorte que chacun puisse se sentir à l'aise et détendu. Mais aujourd'hui, dans mon État, dans mon pays, j'ai peur. Mais j'ai peur de qui? De mon propre autorité. Je dois être en sécurité dans mon État, mais j'ai peur de mon propre autorité. Parce que, à part la ruse et la rage, c'est les menaces, c'est les intimidations. Mais vous, vous êtes courageux. Pourtant, on est en sécurité. Vous êtes en sécurité? Moi, je rentre chez moi à 2 h du matin, par exemple. Parce que pour le moment, vous ne constituez pas un obstacle principal ou un obstacle colossal à leurs intérêts inavoués. Pour le moment, vous êtes une personne qui ne constitue pas en réalité un danger pour leurs actions. Mais quand ça viendra, à défaut d'assister à ceux qu'on a assisté sous le régime de Yahi, avec la disparition de Daïvo, que personne n'a encore trouvé sous une république d'état de droit jusqu'à ce jour, voilà les travaux, le terrain qu'aurait pu emprunter ce gouvernement. Diligenter les enquêtes pour qu'on retrouve qui a tué Daïvo. Commencer la lutte contre la corruption, commencer la lutte contre la corruption par les ministres qui sont corrompus dans son système. Une parenthèse. Et vous avez reçu des menaces une fois suite à vos déclarations? Parce que vous êtes... Non, pour le moment, je ne suis pas inquiété. Je n'en ai pas reçu. Vous êtes vraiment en sécurité. Mais moi, je ne connais pas la peur. J'ai confiance en Dieu, je ne connais pas la peur. Parce que celui qui a confiance, celui qui a peur, il a confiance au mal. Moi, j'ai confiance en Dieu, je ne connais pas la peur. Il est au Fidja, chez moi, au pays Adja, on dit que si une femme fait le feu, les bois qui font que ce feu fait la fumée, il faut distinguer ces bois et savoir doiter ces bois et les enlever du feu. Quels sont les bois qui font que la gouvernance de la rue fait de fumée au lieu du feu? Fait de la fumée au lieu du feu. Il y a le ministre de la Justice, dans la personne du professeur Djobouénou. Il a fait quoi? C'est lui le mauvais bois. C'est le mauvais bois principal, là, c'est lui. Vous trouvez que... Autour de lui, il y a des bois, il y a des mauvais bois accessoires. Comme quoi? Des gens sans titre. Des gens sans titre qui voyagent avec le chef de l'État, qui disposent de nos données publiques à tout va. Vous êtes sûr de vos allégations? Je vous voulais que je nomme? J'ai déjà nommé une fois. Dites-moi, dans l'organigramme du chef de l'État, le titre que l'on a conféré à l'ami du chef de l'État. L'ami du chef de l'État. Puis il a dit qu'il est son ami. C'est à la télé, il a dit c'est mon ami. Et nous étions amis, on restera amis. Et il est mon ami. Ce qui s'est dit dans la rue. On a vu vice-président. On a vu le vice-président de la République. Mais on a vu le dernier voyage du chef de l'État. Avant le vice-président, mais pour le commun de Motel, c'est le vice-président de la République. Mais le dernier voyage du chef de l'État. C'est les mauvais voix, ça. Vous voulez qu'il continue? Le dernier voyage du chef de l'État en allant en Éthiopie a dit ça bien. Bah, on a vu beaucoup d'autres opérateurs économiques qui l'ont suivi. Pourquoi on n'a pas cité leur nom? Et on cite le nom d'Olivier Bocco. Beaucoup d'autres opérateurs économiques. On a vu beaucoup, on a vu Sabine Dosso-Aoré, on a vu d'autres. Où vous avez le dernier déplacement? Oui. Moi j'ai vu le PDG de Golf. Eh ben, moi j'ai vu le PDG de Golf. Oh là, une chaîne est supposée être indépendante. Même lorsque. Donc j'ai compris. En fait, c'est pas sa présence que j'ai compris les prises de position de Golf. C'est pas sa présence que j'ai compris que ce Golf. Nous sommes dans une démocratie, mais pour eux, ils ne connaissent pas l'opposition. On ne peut pas inviter un opposant. Vous parlez à un organe de presse qui est... La RAC est là pour censurer. Non, la RAC ne peut pas censurer. Non, la RAC ne peut pas sanctionner. La RAC ne peut jamais censurer l'organe de presse qui joue le rôle du pouvoir en place, puisque la RAC elle-même, c'est un bébé du pouvoir en place. Non, arrêtez de voiler les choses. La présence du patron de Golf à justifier les prises de position du Golf. Il est opérateur économique. Il est opérateur économique. Il est opérateur économique. Vous voulez la photo, il était assis derrière le président de la République. Oui, c'est la délégation. Le chef de l'État voilà encore notre mauvais bois. Voilà encore notre mauvais bois. Vous voulez qu'il continue? Il y a des gens qui, normalement, ne devraient pas être là, mais qui sont là juste compte tenu de leur acquaintance avec le chef de l'État. Voilà comment on nous gère. Alors que nous sommes dans une république. Nous sommes dans un océan de compétences. Eux, ils ont vu des désert de compétences. Dans ce désert, on peut citer Toboula. C'est pas grave.
Parce que ils ont pris les déserts pour les pousser à leur poste qui les arrange. Mais nous sommes dans un océan de compétences. Des compétents, il y en a tellement dans ce pays que si on pouvait faire appel à ceux-là de façon neutre et simpliste, le pays se porterait mieux. Quel genre de bois d'attitude il faut enlever pour que la FEB cesse? J'ai commencé par ça. Il y a trois qui viennent d'enlever. Je ne pas des individus, mais je parle des actes. Non, mais les bois sont des individus. Les bois sont des individus. Bon, des actes que le gouvernement peut revoir un peu là. Les actes que le gouvernement peut revoir. Les actes que le gouvernement peut revoir. Parce que vous incriminez un peu, à mon avis, trop le gouvernement. Non, je n'incrimine pas. Ce que je dis, c'est parti d'un constat. Et c'est ce que je me lève et je vis au quotidien. Et je vais vous dire une chose. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Le jour où j'ai compris que ce gouvernement, malgré ses efforts, va finalement échouer, c'est le jour où j'ai assisté au saccage, au sabotage de la personnalité d'Adjavon. On a été tous témoins. De quoi? Nos saints droits ne sont pas égaux. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. De quoi? Et en ce moment, Adjavon avait contribué. Aujourd'hui, pour eux, il n'a pas contribué. Puisqu'ils le disent, hein, même s'il n'avait pas reporté sa voix, le président Talon passerait. C'est le propre du Béninois. Même s'il n'avait pas reporté sa voix, non, même s'il n'avait pas donné sa voix, le peuple allait dans ce sens. C'est le propre du Béninois, aujourd'hui. Mais, vous avez vu comment Dieu a de récompenser l'ingratitude. Parce que le pouvoir est d'essence divine. Et quand Dieu vous porte dans ce fauteuil-là, et que vous le tournez dos, sans le vouloir, vos actes, vos décisions, les situations, les opportunités, vous les envoyez tous dans le sens négatif. C'est ce qui se passe. Parfois même ils ne le veulent toujours pas, hein, avant de prendre de mauvaises décisions. Par exemple, la ruse et la rage, ils n'ont pas voulu, c'est sorti comme ça. Ils n'ont pas voulu. S'ils pouvaient retirer ça, ils l'auraient fait, mais ils ne peuvent pas. Donc c'est des erreurs qui viennent comme ça pour entamer votre volonté à bien faire les choses. Comment voulez-vous être porté en triomphe? Ou comment voulez-vous qu'on vous porte au pinacle lorsque vous venez affamer le peuple par le déguerpissement de la... Vous trouvez donc que Talon a déjà échoué en 2 ans, c'est ça? En 2 ans, il a échoué. Il a encore 3 ans pour corriger. Je vous prends à témoin, en 3 ans, il va échouer. En 4 ans, il va échouer. Dans la 5e année, il va libérer. Il va libérer, les gens seront contents. Et comme le Bénin a compris le système, ils avaient dit, je prends l'argent chez Zissou, mais c'est Talon qui est dans mon cœur, n'est-ce pas? Zissou Doué. Zissou Doué. Boudouzo Kandi. Mais Talon est d'Haïti, mais c'est ça, non? Maintenant, le slogan, ce serait Talon est Doué. Hein? Mais c'est Adjavon qui est d'Haïti, mais où c'est un autre quoi? Pierre d'Haïti, c'est ça. C'est exactement le même slogan là qui va jouer à Paul. Parce que vers la fin, il va libérer. Les gens ils vont commencer par... Les réalisations vont sortir de tête comme des champignons pour justifier que bon, on vient de commencer, laissez-nous finir. Comme le font toujours tous les chefs d'État, ils attendent toujours la 5e année de leur mandat pour entamer de grands chantiers, de grands travaux, un peu comme pour dire, donnez-nous un 2e mandat pour qu'on puisse aller à terme. Or, l'État repose sur un principe de continuité. Vous avez voté pour qui en 2000? J'ai voté pour Talon. Mais vous avez contribué dans... Mais j'ai voté pour Talon en passant par un circuit de Djogbenou. Mais je leur ai dit, parce que j'ai été... Ça veut dire que Djogbenou est votre ami? Oui, non? Djogbenou est votre ami? Oui, c'est la différence entre vous et moi. La différence entre vous et moi. C'est parce que nous sommes amis que si vous faites mal, je vais me taire. J'ai une admiration pour Djogbenou. Et je connais ses plus proches, son projet politique. Je suis allé à plusieurs séances, à plusieurs réunions. S'ils fouillent dans leur liste, ils vont trouver mon nom et mon numéro. Et par Djogbenou, j'ai fait Talon. On est d'accord? Mais je disais une chose. Si jamais, après ce qu'on a fait à Yahi, il échouait, je serai le premier à gongonner, à taper très fort. Parce que lui, il ne doit pas échouer. Mais il est en train d'échouer. Et il a choisi d'échouer. Tout à l'heure, il a choisi d'échouer. Tout à l'heure, lorsque vous parlez d'Adjavon. Il a choisi d'échouer. On sait comment les alliances... On écartant Adjavon. Il a choisi d'échouer. En laissant démissionner le candidat Zanaï, il a choisi d'échouer en fermant les sociétés d'État et en faisant la course aux opérateurs économiques qui sont censés contribuer au développement de ce pays. La lutte contre la corruption,
elle est dirigée contre les ennemis du pouvoir. Elle est dirigée contre les bannis du pouvoir. Elle est dirigée contre ceux qui ne sont pas en train de parler le même langage que le pouvoir. Vous et moi, vous ne le savez pas encore, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Je peux descendre maintenant et on peut me menotter sous l'ordre du préfet. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Nous sommes sur un territoire uni, à pensée unique. Quand vous n'allez pas dans ce sens-là, vous êtes mauvais. J'ai perdu les amis simplement parce que j'ai dit, moi je ne veux pas me taire. Je l'ai fait, mais il fait mal, je vais lui dire. Et je le dirai de façon naturelle. Vous le dites de façon naturelle, et il est Kofi Dia. Mais si on prend aujourd'hui la gouvernance Talon, et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle thérapie il faut apporter pour que ça soit une gouvernance telle que vous le souhaitez, ou telle que le plus grand le souhaite? Le connaissant, il ne va pas vouloir rétro-pédaler. Pourquoi? S'il pouvait le faire, je ferai preuve d'humilité, je tendrai la main au président du patronat. Mon frère, je me suis trompé. Je reviens. C'est fini. C'est fini, il a réussi. C'est fini, il a réussi. S'il veut justifier la théorie selon laquelle le Bénin étonnera toujours, c'est ce que Talon aurait pu faire. Talon ne va pas attendre que le président du patronat lui tende la main, parce que c'est lui qui a le pouvoir. C'est moi le patron, c'est à toi de venir à moi. Mais le pouvoir est éphémère. Tout passe et tout finit par finir. C'est un compétiteur. Preuve d'humilité. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Mais ce n'est pas ce qu'il est pour moi. Puisque s'il continue comme ça, au lieu qu'on le qualifie de compétiteur, on le qualifiera finalement d'un échoué. Maintenant, quand on prend la maison des fils, on sait que... Non, s'il continue comme ça, la conclusion ce serait, au lieu de qu'on dise compétiteur et qu'on l'applaudisse, mais j'ai mis tout mon espoir en ce monsieur. Vous parlez de Adjavon, mais oui. Et quand on prend aujourd'hui la situation qui prévaut au niveau des fils entre la société de M. Sébastien Adjavon et de la maison des fils au Bénin, les 167 milliards, ça là aussi c'est un acharnement contre Adjavon. Combien d'opérateurs économiques avons-nous au Bénin? Ils sont légion. On a une pléthore d'opérateurs économiques. Mais quel est l'opérateur économique le plus vendu par le système en place? C'est Germain Sébastien Adjavon. Quel est le péché de Germain Sébastien Adjavon? Son péché, c'est de l'avoir soutenu. Et son péché, c'est d'avoir voulu, après ce soutien, son péché, c'est d'avoir voulu qu'après ce soutien, un certain nombre de choses puissent changer dans son sens à lui. Des privilèges qui, en réalité, constituent pour le patron du pouvoir en place des handicaps. Et donc, il devient alors l'ennemi de la République, l'homme à abattre. Vous et moi avons tous été témoins de la machination relative à la drogue. Et comme si cela ne suffisait pas aujourd'hui, on passe par ces structures, ces différentes sociétés, pour le contraindre à payer à l'État béninois des sommes astronomiques. Est-ce qu'en tant que juriste, vous êtes allé dans le dossier, vous avez cherché à voir ce qui s'est passé réellement dans ce redressement-là? Vous voulez que je vous fasse une confidence? Oui. Aussitôt, le redressement fiscal d'aujourd'hui est arrivé, aussitôt, on m'en a envoyé copie. Et c'est encore sur mon portable. On m'en a envoyé copie. Et tout de suite, je me suis mis à chercher, à fouiller, juste pour voir si c'est sain ou c'est malsain. Mais c'est malsain. Il y a une seule volonté. Le pouvoir a envie d'une seule chose. Le pouvoir a besoin d'une seule chose. Le pouvoir est animé d'un seul désir. C'est abattre le président du patronat. Mais c'est ça la politique. C'est ça la politique? Ça, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique qui nous a été... Ce n'est pas la politique qui nous a été enseignée dans les facultés. Ce n'est pas la politique. Ça, c'est la politique de Diogène, qui, en plein midi, avait une lampe torche. Quand on lui a demandé, mais que faites-vous, monsieur Diogène? Il dit, je cherche l'or. Mais Talon cherche Adjavon. Mais à force de chercher Adjavon, il va échouer. Deux petites questions pour vous, professeur et monsieur Ilek Kofi Dia. Si on vous présente, on vous prend comme arbitre central aujourd'hui au Bénin, vous donnerez quel carton à la gouvernance Talon? Le rouge. Le rouge. Deux s'il le faut. Deux rouges. Deux rouges. Pour éviter que cette gouvernance-là ne revienne plus jamais au Bénin. Mais il faut deux jaunes. Non, mais si c'est possible, je forgerai un troisième carton rouge en même temps. Ah bon? Un sur place.
pour que ce mode de gouvernance-là ne vienne plus jamais au Bénin. Si ce soir même, le président Patrice Talon vous appelle pour dire « Hilaire Kofi Dia, je te prends comme mon conseil spécial chargé aux affaires politiques. Qu'est-ce que je peux faire pour le Bénin ?» Vous direz quoi? Je suis déjà conseiller spécial chargé aux affaires politiques de quelqu'un dont je tais le nom. Donc, et puis, l'environnement, là, ne me permet pas de prospérer. Je lui dirai non. Puisque, au lieu d'un carton rouge, j'ai donné 3. Donc, je dirai forcément non. Vous lui direz non. Non, ce système-là. En tant que Béninois, vous êtes en face de lui. Dites-lui ce qu'il doit faire pour changer. Il fait 3 ans, il fait 2 ans. Si j'étais que du président de la République. Si vous regardez tout droit dans cette caméra, si j'étais que du président de la République, au nom du pain béni, du pain de Jésus-Christ que j'ai pris à l'épiphanie, normalement de la sortie de l'église à l'épiphanie, je devrais aller voir mon frère Sébastien Adjavon, lui tendre la main pour un repas épiphanien. Et ce repas épiphanien aurait pu consacrer une réconciliation du jamais vu sur la planète. Et cette réconciliation aurait donné une autre marche à ma politique. Ça, c'est ce qui concerne lui et Sébastien Adjavon. Ça, c'est ce qui concerne lui et Sébastien Adjavon. Les travailleurs et le gouvernement. Les travailleurs et le gouvernement, je vais rétro-pédaler. Et sur la table de négociation, accéder aux 2 tiers des doléances des travailleurs. Et en avril, le 6 avril, surprendre les travailleurs en augmentant le salaire. Le 6 avril, sans leur dire sur la table de négociation, date anniversaire des 2 ans, au Conseil des ministres, les travailleurs doivent apprendre que mon salaire a augmenté sous Talon. Voilà comment il va faire pour les affaiblir et pour montrer sa bonne foi. C'est aussi simple que ça. Nouroudine Moussa, voilà. Et le temps que vous avez imparti dans l'émission tire à petit coup à sa fin. Je ne sais pas si... Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. À la fin, vous avez quelques 2 mots à placer? Non, je vous remercie pour avoir pensé à ma petite personne. Et je profite de l'occasion pour dire qu'un homme est un petit. Un homme est un petit devant Dieu. Et au nom de cette crainte de Dieu, j'invite les uns et les autres à pouvoir dire la vérité sans peur. Parce que c'est en disant la vérité au président de la République qu'il pourra corriger le tir. Car il a encore du temps pour corriger. Aidons-le à corriger au lieu de l'aider à s'enfoncer. Car lorsqu'on est au péchoir, on ne voit pas toujours ce qui se passe en bas. Merci beaucoup. Lorsqu'on est au péchoir, on ne voit pas ce qui se passe en bas. C'est sur ces mots que nous allons vous dire, amis téléspectateurs, que Politiquement Chaud de ce jour, l'émission que vous aimez tant, avons reçu pour vous M. Hilaire Kofi Dia. Vous avez vu du début à la fin ce qui constitue les problèmes du gouvernement de la rupture, ce qui anime le gouvernement de la rupture, en quelque sorte, ses motivations. Et ces actes, il a décrypté l'actualité telle qu'il a dit jusqu'à la fin. Si c'était un carton, il donnerait carton rouge au chef de l'État, mais il demande aussi de prier pour lui, pour que Dieu puisse l'aider aussi, parce que celui qui est plus haut ne voit pas forcément ce qui se passe en bas, parce qu'il est déjà en haut. Que ceux qui entourent le chef de l'État, que ce soit les amis proches ou un peu loin, ou ceux qui l'entourent, ou la classe politique qui l'entoure, sont interpellés maintenant, et que chacun travaille pour le bien-être du Bénin, le Père béni, pour que Dieu bénisse la nation, parce que dans la semaine prochaine, le clergé ira à la rencontre du chef de l'État, que ce duo-là, le pain de l'Épiphanie, rencontre réellement le sommet pour que l'emblème béninois, fraternité, justice, travail, notre devise, puisse animer tout notre État et tout notre pays pour que le Bénin prospère pour maintenant et jusqu'à l'avenir, pour le bonheur de tous. Samuel Dayou, merci. Hilaire Kofi Dia, merci. C'est vrai que oui, merci. Mesdames et messieurs, rendez-vous le week-end prochain. Bye bye.